vous accompagner dans la définition de votre stratégie commerciale, l'optimisation du développement de vos produits, la maximisation des conditions d'accès au niveau international et surtout l'amélioration de la performance de votre structure. Les opportunités du business et d'investissement existent partout. Et il faut savoir comment les saisir et surtout comment s'y préparer et s'y adapter. Pour ce, nous avons avec vous un expert du terrain du marché éthiopien, Olivier Poujade, qui accompagne et accompagne toujours plusieurs groupes européens dans le cadre de leur développement sur cette important. Profitez de sa présence parmi nous pour lui poser toutes vos questions sur l'ensemble des aspects qui peuvent vous faciliter et vous ouvrir les opportunités du business dans cet important marché et ce. Sans plus tard, oui, j'étais expéditif, monsieur Olivier. Je vous souhaite un très bon séminaire et vous remercie surtout pour votre aimable attention. À vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc prendre la main sur la présentation en espérant que cela fonctionne. Donc, vous avez la présentation à l'écran? Je ne vous vois pas. Oui, oui, monsieur Poujade, c'est bon, c'est bon. Non, oui, c'est bon. C'est bon? Oui, oui. Et bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord remercier, bien sûr, merci Monsieur le Président de cette invitation. Je vais remercier l'Association marocaine des exportateurs qui permet ce webinaire aujourd'hui et bien sûr Saad Amoumi de Harvard Consulting qui a été derrière cette organisation. Je vais faire une présentation pour que vous connaissiez un peu mieux les opportunités que le marché éthiopien propose, un marché qui est en croissance très rapide, mais qui aussi a subi des grands changements sur le plan économique, sociaux, politique, mais on va peut-être pas s'étaler sur tout. Et puis bien sûr, je vais réserver un temps assez important pour les questions. Et si elles sont un peu trop individualisées, un peu complexes, on aura l'opportunité peut-être de se recontacter après ou de passer par les gens sur place, à la SMEX ou à Harvard Consulting. Mais sinon, n'hésitez pas à poser les questions. Et si je peux y répondre dans des délais raisonnables, je le ferai bien sûr directement. Alors, tout d'abord, pour comprendre l'Éthiopie, je pense qu'il est important de comprendre que l'Éthiopie n'est pas un pays qui émerge, un pays qui se redécouvre en fait. L'Éthiopie a une histoire très ancienne de la vallée du Rift avec le berceau de l'humanité et Lucie, jusqu'à plus récemment une présence diplomatique très forte, un centre diplomatique fort sur le continent. On connaît l'histoire bien sûr du roi Salomon et de la reine de Saba, mais ça a été aussi un royaume, une puissance régionale, une des 4 puissances régionales entre l'an 100 et l'an 940. C'est un pays qui a connu une époque féodale et qui a bien sûr lutté contre les tentatives de colonisation de l'Italie et qui en est resté un pays indépendant non colonisé, ce qui en a fait une marque qui a imprégné énormément sa culture jusqu'à la culture des affaires. Et c'est un pays qui avait un rayonnement international, qui a été membre fondateur de la Société des Nations, jusqu'à finalement disparaître un peu dans l'oubli en 1974 avec la chute de l'Empire et l'arrivée d'un gouvernement communiste qui a mis en place une terreur rouge et qui a été enlevé du pouvoir en 91. Et c'est au début des années 2000 que l'Éthiopie a vu un premier plan de stabilité sur le plan agricole, qui a ensuite mené à la possibilité à envisager un plan de développement économique. Et depuis 2010,
avons donc des plans successifs de quinquennaux qui dirigent en développement économique du pays, qui nous permettent d'avoir des idées claires que je vais vous exposer. Donc là, nous sommes alors nous avons le plan de croissance et transformation 1, 2010-2015, le plan de croissance et transformation 2, 2015-2020, et celui-là a été interrompu en 2020 pour faire place à ce qu'ils appellent le Homegrown Economic Reform, qui est maintenant le nouveau plan de développement prenant en compte certaines problématiques que je vais vous expliquer un peu plus. L'Éthiopie, malgré le fait que ce ne soit pas un pays qui soit très exposé sur le plan médiatique, enfin on n'est pas au niveau même du Maroc sur le plan de tout ce qui est actualité économique, ça reste quand même un centre de développement économique, mais surtout un centre diplomatique, puisqu'on a le 3e plus grand nombre de représentations diplomatiques au monde dans une ville après Washington DC et Bruxelles. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais Addis Abeba le 3e. Et vous avez bien sûr le siège de l'Union africaine qui est basé là-bas. Donc, du coup, ça attire énormément de centres aussi diplomatiques, mais ce n'est pas obligatoirement le sujet de notre conversation aujourd'hui. On va parler un petit peu des éléments d'attractivité du pays. Pour moi, ce n'est pas obligatoirement les ressources minières et ce n'est pas obligatoirement d'autres choses liées à son sol. Pour moi, c'est la première source d'attractivité de ce pays, c'est bien sûr sa population. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays qui finalement est le 2e plus peuplé du continent, puisque là j'affiche 102 millions, mais on est plus près de la barre des 110 millions d'habitants, avec une croissance très forte de la population, puisque les chiffres de l'ONU placent la population éthiopienne à près de 140 millions d'habitants en 2030 et près de 320 millions d'habitants en 2050. Bien sûr, tous ces gens-là font partie du développement économique de l'Éthiopie et vous allez voir, ça a un impact assez fort sur la consommation, mais aussi sur les capacités de production du pays. C'est une population aussi qui est très jeune, puisque 40% de la population à peu près a moins de 14 ans, ce qui fait qu'il y a un dividende démographique assez clair qui sera applicable sur l'économie éthiopienne dans les années à venir. C'est un des pays les moins urbanisés au monde, qui est en train de s'urbaniser assez vite. Pour information, moi l'Éthiopie, je connais, donc je connais bien, je parle l'amharique, j'y vais, je suis ma famille, ma femme sont éthiopiens, et je pratique l'Éthiopie depuis 2005. Et depuis 2005, le taux d'urbanisation est passé de 17%, un peu moins de 17%, donc 17% de la population était en ville, à maintenant plus de 20%. Donc vous voyez qu'en quelques années, il y a une forte croissance de la population, plus une attractivité des centres urbains qui sont en train de générer en fait un changement social qui affecte aussi tout ce qui est la partie industrialisation et consommation du pays. Alors, si vous regardez un peu la carte en termes de poids humain, il y a bien sûr le Nigeria qui est le premier. Ensuite, c'est l'Éthiopie. L'Égypte est pas très loin. Et après, c'est la République démocratique du Congo. Mais après, les autres pays restent relativement un peu éloignés. Donc, ça fait de l'Éthiopie quand même un centre assez important, une destination importante pour tout ce qui est distribution de produits, mais aussi manufacture et biens de consommation. Alors, l'Éthiopie, je pense, c'est grandement reconnu pour la forte croissance de son PIB de ces dernières années. Donc, on a eu un pays qui, au début 2000, était un des 5 pays les plus pauvres au monde, faisait partie de ces classifications-là. Donc, on part de très loin, ce qui explique une capacité de croissance très forte. Mais ils ont réussi à transformer effectivement une place d'outsider en place de leader sur l'Afrique subsaharienne, se bataillant la 3e place avec le Kenya en termes de poids PIB dans l'Afrique subsaharienne. Tout ça sur la base d'une croissance moyenne de près de 10% du PIB par an sur 10 ans, sur les 10 dernières années. Et cette année, bien sûr, la croissance du PIB va être beaucoup plus légère. On estime entre 3 et 4%. Mais pour 2020-2021, puisque les Éthiopiens ont un calendrier qui est différent du calendrier international, donc ils sont de mi-année à mi-année. Donc pour l'année fiscale qui va de mi-2020 à mi-2021, on estime potentiellement
que le PIB devrait remonter à une croissance de 5,5%, avec les chiffres les plus bas d'estimation à 3,5% et les chiffres les plus élevés à 8,5%. Donc on est bien sur un pays qui ne va pas s'essouffler plus que ça pendant le Covid et va pouvoir reprendre derrière. Le PIB par habitant, vous pouvez voir sur le petit graphique en bas à droite, vous voyez que le PIB par habitant est en croissance constante, puisque maintenant il atteint en PPP ajusté de 1 700 $, ce qui est très élevé comparé à l'origine, comme je vous disais, qui était un des pays les plus pauvres au monde. Comment est structurée l'économie? Les contributions majeures au PIB, c'est encore un pays très agricole, puisque l'agriculture pèse à elle toute seule 36% de la contribution au PIB et représente, puisque vous avez un monde rural qui est encore à 80% de la population, qui représente une très très grande majorité de l'occupation professionnelle en Éthiopie. À côté de ça, grâce au développement économique, on voit deux autres secteurs qui sont très forte émergence, la construction qui contribue à 20% du PIB et le commerce de manière générale qui contribue à 14% du PIB. Cela reste assez basique dans un sens, puisque vous allez voir que certains secteurs qui sont plus classiques en termes de moteur de croissance sont encore très faibles en termes de participation dans l'économie éthiopienne. Cela veut dire aussi que ces secteurs-là vont exploser et se développer très vite dans les années à venir. C'est tout ce qui est investissement de l'administration et contribution de l'administration dans le PIB. Donc on voit bien que c'est encore léger, à 3,4%. L'éducation, les services financiers à 3,4%. Et les services financiers, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, c'est aussi faible. Et comme vous pouvez voir, la santé et le minier, malgré la présence d'export de mines d'or et de potasse, représentent encore moins de 1% du contribution au PIB, et pourtant c'est une priorité du gouvernement à venir. Comme tout pays en croissance rapide, l'inflation est assez lourde, puisqu'on est à une vingtaine de pourcents. Ceci étant dit, j'ai vécu au Vietnam pendant 7 ans avant, on a déjà vu ces chiffres, voire plus dans un pays à forte croissance. Je rappelle aussi en général à mes chers amis français qu'on a dû nous-mêmes dévaluer notre devise très fortement et couper des zéros à une époque et qu'on a été soumis à une très forte inflation aussi. Ce n'est pas une honte, c'est juste un symptôme d'une économie qui croît relativement fortement dans ce contexte-là, donc c'est plutôt positif. Alors j'ai appelé le lion noir parce que vous savez peut-être que le Black Lion, le lion noir, était l'emblème des empereurs éthiopiens pour une partie de l'empire éthiopien. C'est un des rares endroits où on peut trouver des lions noirs sur le continent. Alors, Addis Abeba est clairement considéré, vous le trouverez dans pas mal de rapports, comme potentiellement une des futures 10 mégalopoles continentales africaines. Comme je vous le disais, on est à une urbanisation, un taux d'urbanisation relativement faible, puisque pour un pays aussi grand, avec une forte croissance économique, on a à peine plus de 20% de la population qui vit en ville. Ceci étant dit, alors contrairement à ce qui est affiché sur le graphique à 3,8 millions, on est bien monté à 4,8 millions d'habitants sur Addis Abeba, ce qui fait que le taux de croissance est très élevé et on continue en fait à avoir cette croissance forte, puisque la croissance de l'urbanisation est de presque 5% annuel, ce qui en fait une des plus fortes croissances au monde. Du coup, il y a beaucoup d'investissements qui se font dans les transports. Donc, on a eu un des premiers light rail train, donc une sorte de petit train électrique dans Addis Abeba. Donc, ça a fait en Afrique subsaharienne, ça a fait le premier, l'Afrique subsaharienne. On a maintenant un train qui va directement vers Djibouti. Je parlerai des accès portuaires un peu plus tard. Il y a un projet qui vient d'être lancé, un très gros projet sur le BRT, donc le bus rapide transit, pour faire tout un réseau de
de lignes de bus modernisées et permettant un accès rapide pour désengorger et permettre aux gens d'Addis Abeba, aux citadins, de pouvoir circuler et d'aller travailler. Plus récemment, quelque chose d'assez impressionnant, le nouveau terminal international de Addis Abeba, donc qui est en ville, qui n'est pas excentré, vient d'être fini, remis, et c'est un terminal maintenant qui peut accueillir 22 millions de passagers en capacité, ce qui en fait le plus gros terminal en termes de capacité du continent. Et juste avant la crise, Addis Abeba avait réussi à prendre via Ethiopian Airlines et le réseau des aéroports éthiopiens, mais principalement Bole International Airport, avait réussi à prendre la place de Dubaï comme premier hub sur l'Afrique, avait pris la place de Dubaï comme hub sur l'Afrique. En fait. Tout ça, comme vous le voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de construction. Je vous ai mis une petite skyline d'Addis Abeba pour que vous voyez un peu les types de bâtiments. La tour la plus haute que vous voyez au milieu, qui est la tour de la Commercial Bank of Ethiopia, enfin plutôt sur la droite, est en train d'être finie. Ça va faire, si ce n'est la plus grande, une des plus grandes tours d'Afrique de l'Est. C'est assez impressionnant, construit bien sûr avec des sociétés chinoises, mais c'est la banque publique éthiopienne, banque commerciale publique. Et donc tout ça, ça fait qu'une classe moyenne est en émergence, qu'on estime, alors c'est très difficile à estimer, mais on estime qu'il y a une classe moyenne, rien qu'à Addis Abeba, entre 600 000 et 800 000 personnes qui ont un salaire de foyer de plus de 450 € par mois, ce qui en fait des gens qui consomment, des gens qui vont au restaurant une fois par semaine, des gens qui s'achètent des choses. Et on a vu, et ma société par exemple a accompagné l'ouverture de la première franchise par exemple de magasins cosmétiques à Addis Abeba, c'est MAC, d'Estée Lauder. Donc on a ouvert la première franchise cosmétique, magasin cosmétique à Addis. Vous avez des boutiques franchisées qui sont ouvertes, il y a toute une chaîne de Pizza Hut, et plein d'autres marques qui sont en train de se développer. Donc c'est le moment où on commence à voir un croisement entre les grandes marques internationales et le besoin de consommer par les locaux. Je pense que parler de l'Éthiopie sans parler de son infrastructure qui a été le point focal de tout le développement depuis 2010 jusqu'à quasiment 2018, donc 8 ans de développement, ça serait une erreur de pas se concentrer un peu là-dessus pour que vous compreniez ce contexte-là. L'Éthiopie, au moment où ils ont démarré leur projet de devenir en fait une nation à revenu moyen en 2025, ils se sont dit que la base serait de créer l'infrastructure d'abord pour attirer les investisseurs. Ça s'est axé sur différentes parties. Le premier axe étant bien sûr l'accès à l'énergie, le deuxième axe l'accès aux télécommunications et le troisième l'accès au transport. L'accès aux énergies s'est fait au travers de la construction de barrages et de fermes éoliennes. Alors, l'accès aux barrages est peut-être le plus contesté actuellement. Alors, il y a pas mal de barrages en Éthiopie qui ont été construits, de petits barrages. Mais si vous suivez un peu les actualités sur le bassin du Nil, le barrage dont on parle tout le temps, c'est le barrage du millénaire, le barrage de la Renaissance aussi, comme il est appelé, le Great Ethiopian Renaissance Dam, qui est un barrage de très très grande puissance puisqu'il est l'équivalent du barrage des Trois Gorges en Chine, donc le plus gros en puissance sur le continent. Presque 5 milliards de dollars de coûts autofinancés, c'est-à-dire même pas financés internationalement, et construit, alors ça oscille entre 60 et un peu plus de 70% de pourcentage de construction effectué. Et pourquoi ce barrage on en parle? Parce que ce barrage est sur la source du Nil bleu qui alimente majoritairement jusqu'à 85% le Nil et donc qui pose beaucoup de problèmes aux pays qui sont en aval du Nil bleu, du Nil en général. Et donc, il y a beaucoup de tensions qui se passent. Et très récemment, Washington s'en est mêlé et a commencé à menacer de retirer des aides, des choses comme ça. Je peux vous dire que les Éthiopiens iront jusqu'au bout, vont le construire.
parce qu'ils considèrent que sans ce barrage-là, ils ne pourront pas industrialiser le pays, ou en tout cas pas suffisamment, puisqu'ils ne pourront pas fournir l'électricité qu'il faut pour les parcs industriels dont on parlera un peu plus tard. Donc c'est une priorité du gouvernement et c'est un projet d'union nationale qui vraiment fédère tout le monde, malgré des fois les grands rifts politiques qui sont encore existants dans le pays. Au niveau des télécommunications, on a un marché assez excitant, puisqu'Ethio Telecom vient d'annoncer il y a 2 mois qu'il détient un portefeuille de près de 50 millions d'abonnés, en grande majorité en mobile, dont presque la moitié, dont la moitié en fait, sont des gens qui ont souscrit des packages Internet et data. Donc on voit que l'Éthiopie, qui était, encore une fois, en 2005, quand je suis allé en Éthiopie, j'étais en Asie, donc je me suis arrêté sur le chemin à Bangkok, où j'avais acheté des téléphones portables pour la famille, des Nokia premier prix, on ne trouvait rien. Et maintenant, on a 24 millions, quasiment 24 millions de packages Internet data souscrits en une année. C'est très impressionnant. Et la couverture s'est beaucoup améliorée par des qualités un peu fluctuantes, mais on a bien une population couverte à quasi-totalité et une couverture du territoire, encore une fois, un peu fluctuante en qualité, mais très élevée. En sachant que l'Éthiopie fait quand même 2 fois la taille de la France exactement en superficie, pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on est à 1,1 million de mètres carrés, de kilomètres carrés, contre 500 000 pour la France, 550 000 à peu près. Mais l'Éthiopie reste un pays qui n'a plus d'accès maritime depuis la scission avec l'Érythrée, en fait, et donc qui a eu besoin et qui est très montagneux vers le nord, qui a eu besoin de développer un réseau beaucoup plus avancé qu'il n'avait les moyens à la base de faire. Il a dû développer un réseau de routes, chemin de fer et bien sûr l'aviation, comme je vous ai cité un peu plus tôt. Donc, sur le plan des routes, il y a eu des gros investissements qui ont été faits. Donc, les photos que je vous montre, hein, c'est que des photos éthiopiennes. Hein, donc, à gauche, vous allez voir, vous allez voir donc un péage d'autoroute. Donc, ça, c'est l'autoroute d'Adama, avec des gros investissements. Il y a eu des tronçons d'autoroute qui ont été construits. Le réseau routier s'est grandement densifié. Et on a jusqu'à 5000 km de réseau ferroviaire dans les plans de développement en plusieurs phases. Alors avec des projets qui sont parfois un peu en retard, mais il y a bien ces phases de développement avec tous les chemins de voies qui sont déjà identifiés et certains déjà en construction. Donc avec des sociétés type Sistra, Yapi Merkazi, les sociétés turques. Et plus récemment a été fini le chemin de fer qui les relie Addis Abeba à Djibouti, alors le sud d'Addis Abeba à Djibouti, qui permet en fait, qui est un chemin de fer électrique et qui permet déjà en partie de commencer aussi à faire de l'export au travers du chemin de fer. Donc, ça permet d'améliorer aussi la logistique en termes de commerce international. Sur le plan de l'aviation, je vous ai expliqué qu'on avait maintenant le plus gros terminal passager d'Afrique. Il y a un très gros terminal cargo aussi, puisque l'Éthiopie est devenue un grand pays de production de fleurs. Donc Ethiopian Airlines distribue du perishable, des biens périssables un peu partout dans le monde. Et on a plus de 100 destinations desservies par Ethiopian Airlines, bien sûr, tout ceci avant la crise du Covid, puisqu'il y a beaucoup d'avions qui sont au sol actuellement. Même si Ethiopian Airlines est une des sociétés africaines qui couvre encore le plus de destinations et qui permet quotidiennement de faire des allers-retours, par exemple, en France. Ethiopian Airlines a aussi commencé à s'impliquer dans la gestion d'autres sociétés d'aviation. Et même récemment, dans les news, il parlait de l'implication d'Ethiopian Airlines dans la société sud-africaine en termes de capital. Bref, vous voyez, il y a des gros projets en cours ou déjà lancés. Il y en a plein d'autres, puisque plus récemment, le gouvernement éthiopien a émis une wish list de souhait de 7 milliards de dollars de valeur de projets PPP, pour lesquels ils sont prêts à se mettre en partenariat pour les développer.
en parlant plus de tout ce qui est développement industriel et donc du coup, quel est un peu le tissu industriel existant pour les investisseurs, l'infrastructure pour être reçue, ce qui permet aussi de comprendre pour les exportateurs quel type de sociétés sont là et peuvent aussi acheter les produits et où le pays, vers où le pays se dirige en termes de développement. Donc encore une fois, l'Éthiopie n'a a priori pas de grandes ressources de gaz, de pétrole. Il y en a, mais elles n'ont pas été encore très bien identifiées et exploitées. Le minier a pris beaucoup de retard et donc l'Éthiopie s'est plutôt orientée vers un développement à l'Asie du Sud-Est, un développement plutôt basé sur un développement industriel. Pour ça, ils ont fait beaucoup de visites et c'est assez intéressant puisque ayant été au Vietnam avant, on voit beaucoup de parallèles avec le modèle vietnamien où ils sont allés d'ailleurs visiter et c'est bien avec la Banque mondiale et l'UNIDO qui reprennent ces modèles-là pour développer le modèle éthiopien. Et on a maintenant, on a eu plus de 10 hectares de surface de parcs industriels un peu partout dans le pays qui ont été réservés donc pour ces parcs en fonction d'études qui ont été faites sur des corridors d'approvisionnement, c'est-à-dire que certains parcs sont plus orientés vers la transformation agricole de par leur positionnement près de certains hubs de production d'orge ou de blé ou de choses comme ça. D'autres sont plus orientés proches d'Addis Abeba, ce qui permet de faire tout ce qui est le pharmaceutique, etc. etc. Et c'est un total de 12 parcs sur ces 1000 hectares. Et il y en a déjà 7 qui sont déjà construits et en opération. La photo d'en bas à droite vous montrera le parc d'Awassa, par exemple, qui est très orienté textile. Vous avez le groupe Philips Van Heusen, PVH, qui est un des 3 appareil manufacturers américains, donc Calvin Klein et d'autres grandes marques comme ça, qui a attiré par exemple la société française Chargeur, qui fait l'école de chemise, et qui a permis d'attirer aussi H&M et Decathlon, même s'ils ne produisent pas encore sur place, mais qui font du sourcing. Donc ça, c'est par exemple tout autour du parc d'Awassa plutôt, que vous voyez sur la carte plutôt vers le sud. Des parcs assez intéressants parce que vous avez intégré dans ce parc une vision un peu éco-parc avec des énergies renouvelables, un traitement très pointu des déchets avec zéro waste et une connectique bien sûr à l'infrastructure telle que route et réseau ferroviaire. En dehors de ces parcs thématiques, certains ont attiré de la transformation alimentaire aussi, d'autres se sont implantés juste à côté de ces parcs. On peut prendre comme exemple Unilever, on peut prendre comme exemple Diageo qui a racheté une société d'État qui avait déjà un terrain mais qui n'est pas très loin d'un parc, Heineken qui est dans un parc pour une partie de sa production, les Saint-Gobain, vous avez EcoSteel, des Sud-Coréens qui sont à côté d'un des grands parcs aussi. Donc tout ça, ça a commencé à créer en fait tout un tissu d'investissement industriel qui a mis je dois vous avouer, qui a mis beaucoup plus de temps que prévu pour commencer à prendre forme. La stratégie du gouvernement étant stratégie de reine-mère de ruche, c'est-à-dire d'attirer un grand nom dans un parc comme PVH et essayer d'attirer tout l'écosystème derrière. Ça n'a pas toujours été très facile, mais on voit maintenant une implantation de plus en plus dense de ces sociétés-là. Alors pas sur tous les parcs, certains parcs sont peut-être un peu excentrés, mais sur les parcs principaux, on a du mal à trouver des places pour nos clients actuellement. Alors, comme je vous disais, le grand malheur de l'Éthiopie sur le plan de développement économique, c'est son manque d'accès à l'eau. Si vous regardez bien la carte, vous voyez qu'on est complètement ce qu'on appelle landlocked, puisque l'Érythrée, qui faisait partie de l'Éthiopie jusque dans les années 90, maintenant n'en fait plus partie, et jusqu'à il y a 2 ans, était même en guerre froide, entre guillemets, après une guerre assez sanguinaire, était de tranchées, était en guerre froide avec l'Éthiopie. Alors maintenant, c'est plus le cas. Je suis moi-même allé à Asmara et ça se passe très très bien. Et donc maintenant, on commence à avoir un choix grâce à l'investissement aussi de DP World qui a été fait à Djibouti et qui est en train de se faire aussi à Berbera, en Somaliland. Donc si vous regardez
la Corne, qui est le Somalie. En fait, c'est pas un seul pays en pratique, ça est un seul pays en théorie. Mais la partie où vous avez le petit point bleu foncé, là, c'est en fait le parti du Somaliland. Ensuite, la pointe, c'est le Puntland. Et la partie où il y a Mogadiscio, c'est Somalia, simplement. Et cette partie-là, ça fait 25 ans qu'ils ont une indépendance, mais pas une reconnaissance d'existence en tant que pays indépendant. Ils sont encore sous le gouvernement somalien général. Mais il y a un port qui s'appelle le Berbera, qui est très facile d'accès pour les Éthiopiens et qui se développe très vite puisque DP World a investi beaucoup d'argent et c'est relativement moderne, même si c'est pas un port en eau très très profonde. Djibouti actuellement est bien sûr le port principal pour l'Éthiopie. Il va encore passer plus de 90% de son trafic en termes d'approvisionnement. Donc si vous voulez exporter sur l'Éthiopie, vous demandera sûrement de faire un CIF Djibouti ou autre type d'incoterm livraison de Djibouti. Ça devient un hub de stockage et donc de plateforme de tampons en fait pour les stocks. Et vous avez sur une route qui est ma foi extrêmement très très large et développée, vous avez bien 1000 camions jour qui circulent, ce qui fait que ça peut être des fois très compliqué. Vous avez parfois simple inondation sur la route ou autre et vous avez des problèmes de gestion de trafic. Donc l'Éthiopie ne pouvait pas non plus être dépendante d'un seul pays, surtout Djibouti qui n'a pas trop d'autres économies en dehors de l'économie portuaire. Donc l'Éthiopie a commencé à s'ouvrir sur d'autres possibilités. Ils ont commencé à négocier un investissement dans le port Soudan, que vous voyez en noir au nord, hein, mais qui est bien plus loin. Et puis, depuis que la paix s'est faite avec la grande ouverture s'est faite avec l'Érythrée, on a bien sûr les deux ports érythréens que j'ai visités qui sont en très bon état, surtout pour Massawa. Vous avez Massawa et Assab. Alors, Massawa étant celui qui est en mauve et Assab qui est très très près de Djibouti en orange. Donc, c'est un port en eau profonde. Et tout cela, Massawa, j'ai visité Massawa et c'est dans très très bon état. C'est très près de l'Éthiopie, mais il faut passer par la zone nord du Tigré. Assab, à côté de Djibouti, peut être connecté directement vers Addis Abeba, ce qui rend les choses plus simples. Et puis, vous avez toujours du côté kényan Mombasa, mais vous ne le voyez pas sur la carte puisqu'il est bien sûr plus loin d'accès, même s'il y a des accès routiers qui sont développés à travers la frontière éthiopienne de Moyale, qui est à la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya au sud. Parlons un petit peu du système bancaire en Éthiopie, parce que la première chose que vous allez entendre si vous venez investir ou même distribuer vos produits, c'est écoutez, j'aime beaucoup vos produits, on aimerait beaucoup vos investissements, et puis sur le côté des produits, on va vous dire, mais attendez, moi j'ai pas de devise, donc j'ai demandé à ma banque, vous allez devoir attendre. Sur le plan des investissements, on va vous dire, nous ça nous intéresse votre investissement, surtout si vous allez générer de la devise. Alors pourquoi ces problématiques-là En fait, on a encore une fois, il faut remettre dans le contexte d'un pays qui croît très vite et qui en même temps a une histoire de pays très structuré. Les Éthiopiens sont cités même dans la Bible. C'est un pays qui a 2000 ans d'histoire. Donc il y a une habitude étatique assez forte de gestion et de contrôle de tout ce qui est flux. C'est pas un pays qui a une culture anglo-saxonne. C'est bien un pays d'ailleurs qui avait adopté le texte de loi français, le code civil, code du commerce. Donc on est sur un pays qui est très orienté réglementation, très structuré. Et donc c'est un pays qui a décidé, pour ne pas voir son économie partir dans tous les sens, de contrôler très fortement l'échange, puisque l'échange vous permet de contrôler, bien sûr, le contrôle d'échange vous permet de contrôler grandement toute l'économie du pays. Donc en fait, vous avez 19 banques, dont 2 banques publiques, qui sont toutes très profitables, sauf une des banques publiques d'investissement, mais le rôle n'est pas la profitabilité. Ces banques-là ne sont pas encore, mais c'est en cours de changement actuellement, donc on a des vraies révolutions sur le plan bancaire. Elles ne sont pas encore connectées directement au système bancaire international. C'est-à-dire que vous avez une banque centrale très forte qui s'appelle la National Bank of Ethiopia, la Banque nationale d'Éthiopie,
Et tout importateur, toute personne qui veut acheter quelque chose de l'étranger va principalement, à très forte majorité, passer via des lettres de crédit ou cash against document, mais bon, principalement des lettres de crédit et des formats adaptés des lettres de crédit. Pourquoi? Parce que ça permet au gouvernement éthiopien de dire voilà, le pool financier en devise qu'on a, mais on l'alloue à des choses prioritaires. Donc la Banque nationale éthiopienne va émettre très régulièrement des listes de priorités en disant voilà, le pays a besoin de produits pharmaceutiques, de pétrole et ensuite d'intrants pour l'industrie et etc., etc., etc. Et donc en fonction de ce que vous allez acheter, ce que vous allez importer, ou pour vous ce que vous allez vendre, ou si vous êtes un investisseur, effectivement, ce dont vous avez besoin pour faire tourner votre investissement, et vous allez vous trouver dans certaines priorités qui vont vous amener à des délais d'attente de euh, raisonnable mais un peu long à très très long. On pourra en parler en détail après si vous êtes intéressé. Maintenant, les choses changent très vite, comme je disais. Actuellement, on voit très bien que le gouvernement fait un effort de d'évaluation de la devise locale pour rejoindre le plus vite possible le taux actuel du marché noir pour, je pense, et ça c'est un avis personnel basé plus sur mon expertise du pays, pour peut-être en fait tout simplement créer un marché gris de la devise, c'est-à-dire arrêter de tout contrôler, mais donner une ouverture de marché un peu au change des devises, et pour cela faire un amorti, arrêter le fossé actuel qui est entre le marché officiel et le marché noir. Et on voit ensuite aussi la Banque nationale commencer à donner l'autorisation. Les banques locales, le mois dernier, ont eu l'autorisation pour la première fois de l'histoire éthiopienne, enfin l'histoire moderne, de pouvoir emprunter directement à l'international auprès d'autres établissements bancaires en devise. Donc on commence à avoir des interconnexions qui avant n'existaient pas, puisque tout se faisait via des banques correspondantes. C'est-à-dire que quand vous faisiez un paiement international, vous receviez un paiement, vous aviez souvent la banque locale qui allait passer au travers de la Commerzbank en Allemagne, si c'était souvent pour des devises en euros, enfin pour tout ce qui est de la zone euro, et la Citibank, souvent pour tout ce qui est transactions, pour tout ce qui est devises, tout ce qui est dollars en termes de transactions de devises. Mais après, il y avait d'autres options. Maintenant, encore une fois, je vous le remets en perspective. Quand je suis allé pour la première fois à Addis Abeba en 2005, nous parlons d'il y a 15 ans, nous avions 2 distributeurs de billets, 3, excusez-moi, il y en avait 2 au Sheraton et 1 au Hilton. Je ne vous parle pas à Addis Abeba, je vous parle dans le pays. Donc il ne fallait pas se rater quand vous alliez tirer de l'argent, parce qu'après, vous n'aviez pas possibilité ni de payer avec des cartes, ni même d'aller tirer dans le guichet du coin. Il fallait revenir là-bas. Maintenant, 15 ans plus tard, on a 2600 branches, et encore, je pense que mes chiffres sont légèrement anciens. Je pense que c'est plus que ça. On a 2600 branches de banques partout dans le pays et plus de 1500 distributeurs automatiques de billets sur le pays. Donc, vous imaginez en 15 ans l'effort qui a été fait mais aussi la capacité du pays de croître et d'absorber ça. On a 20 millions de comptes en banque et 2 millions de cartes de débit. Donc ça, c'est encore faible, mais c'est en croissance. Je pense qu'avec l'arrivée, enfin la problématique de Covid, nous allons voir beaucoup plus de mobile money, et c'est ce que le gouvernement essaie de pousser actuellement. Donc on va voir dans les 2 ans à venir des changements assez fondamentaux dans la façon dont l'argent et les paiements sont faits en Éthiopie et en dehors du pays. Il y a des limites à la croissance. C'est comme c'est un pays, je vous expliquais, qui finalement il n'y a pas si longtemps était très très traditionnel et le reste encore dans pas mal d'endroits du pays. Effectivement, les dépôts ne représentent finalement qu'à peu près 30% du PIB. Donc il y a beaucoup beaucoup d'argent qui est en dehors du système bancaire, ce qui crée des fois des problèmes de liquidité en devise locale aussi. Mais le gouvernement a trouvé la solution puisqu'ils viennent nous annoncer, et ça c'est très très frais puisque ça date d'hier ou on est mercredi, de lundi. Ils ont annoncé en fait qu'ils allaient changer la monnaie. Donc nous allons avoir des nouveaux billets. Et les gens avaient, en fonction du montant, de 1 mois à 3 mois pour remettre leur monnaie leur billet dans l'économie et dans les banques. Et je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes. Et on voit déjà les effets immédiats sur les liquidités en devise locale. Ça permettra à l'État aussi de faire une estimation actuellement de la quantité de masse monétaire en circulation.
et de permettre aussi scier un peu la branche à ce marché noir et à cette économie parallèle qui passe hors taxe. Comme je l'ai expliqué, pays à forte croissance veut dire pays qui doit s'industrialiser, donc qui doit beaucoup importer pour s'industrialiser et pour satisfaire la classe moyenne et plus émergente. Ce qui veut dire que vous avez un déficit de la balance commerciale qui est assez élevé et qui génère des problèmes de liquidité en devise locale en devise étrangère, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, c'est-à-dire prioritaire, moins de problèmes de liquidité, pas prioritaire, problème de liquidité. Bon, c'est plutôt une slide de résumé un petit peu. Donc, ce que je vous disais, c'est pas la fin, mais c'était pour faire un peu le point. Qu'est-ce qui rend l'Éthiopie attractive? Je vous ai mis quelques photos d'illustration. Ce n'est pas toute l'Éthiopie, mais c'est pour vous montrer des éléments de l'Éthiopie. Vous avez une économie très forte qui croît très rapidement, qui est tournée vers une industrialisation, pas simplement une extraction de ressources. Vous avez une démographie qui, pour moi, est un rouleau compresseur, c'est-à-dire c'est une grosse population qui croît vite, qui est jeune. De toute façon, le gouvernement va soit l'utiliser, soit ça va être très difficile à gérer. Et je pense que ça, tout le monde le sait. Et ils ont même créé une Job Creation Commission pour pouvoir générer beaucoup d'emplois. Ils se concentrent beaucoup sur l'emploi jeune, etc. C'est un poids régional diplomatique et un poids géopolitique, comme le montrent aussi ces projets de barrage et l'influence qu'il exerce sur la région. Je vous l'ai dit, une urbanisation rapide, ça veut dire aussi une émergence d'une classe moyenne, un support à l'industrialisation. Cette industrialisation qui est un vrai choix très, très organisé de la part du gouvernement avec une stratégie très claire sur la base de parcs industriels, donc une stratégie qui a déjà été prouvée dans une autre région du monde et que je sais qu'au Maroc, vous connaissez très bien aussi. Et puis le développement de l'infrastructure qui va avec. Et des secteurs en forte croissance qui sont l'agriculture, le tourisme, la construction, la santé qui est très loin mais qui monte vite, l'éducation et tout ce qui est énergie, surtout énergie renouvelable. Actuellement, l'Éthiopie bénéficie très fortement des chutes de cours du pétrole puisque l'Éthiopie a dépensé beaucoup d'argent sur l'import de pétrole. Et on a une géographie un peu spéciale puisque l'Éthiopie, par rapport au reste du monde, se retrouve un peu au carrefour du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Europe avec 3,5 milliards de personnes qui sont à moins de 8 heures de vol, ce qui explique aussi l'investissement public dans son système aérien. Je pense que ouais, on a bien avancé. Je vais revenir, on a avancé un peu vite. Donc je vais être à votre disposition pour les discussions. Donc nous, on a une société d'accompagnement sur le terrain en Éthiopie. On fait l'Éthiopie, mais la Corne d'Afrique de l'Afrique de manière générale. Hop, ça bouge un peu vite, excusez-moi. On s'occupe de tout, des études de marché, business intelligence, veille stratégique, bien sûr tout ce qui est identification de partenaires et autres types d'accompagnement. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez mes contacts ici, mais de toute façon, vous avez notre cher partenaire de Harvard Consulting à votre disposition, Saad. Moumi, et vous pouvez aussi avoir nos contacts et n'hésitez pas aussi à solliciter la SMEX pour organiser peut-être quelque chose dès que les choses le permettent. Voilà, donc je pense qu'on a fait bien 50 minutes. Je vais maintenant plutôt vous laisser la place aux questions parce que je suis sûr que ça en soulève beaucoup. Je laisse donc la main à tout modérateur qui pourra guider les questions. Voilà, merci beaucoup. Allô? Allô, Olivier? Oui. Si le président permet, je vais juste donner un point en complément. D'abord, je voudrais te remercier pour cette présentation claire et précise, hein, et qui montre la connaissance du marché avec les opportunités, mais les contraintes aussi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce projet qu'on a démarré avec la SMEX, que je remercie encore, et qui va permettre de découvrir aussi de nouveaux autres marchés. La plupart des partenaires font partie d'un réseau qui s'appelle Globalliance, dont fait partie Olivier Poujade et moi-même, et qui couvre une 60aine de pays à travers le monde. Donc,
Et l'intérêt, et surtout qui a été suscité avec cette période de Covid, c'est que l'importance d'avoir un expert local, parce que la plupart des sociétés ne peuvent plus se déplacer ou aller sur des salons, etc., pour rencontrer, disons, pour avoir des contacts business. Donc, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que beaucoup de nos experts au niveau du mondial ont développé des contrats, c'est-à-dire des sociétés qui, au lieu d'aller sur place, on dit, bon, on va s'appuyer sur un expert local, moyennant bien sûr un petit financement fixe et peut-être un variable, qui va nous permettre de nous développer sans avoir à envoyer des équipes. Ça, c'est une opportunité que peuvent saisir les entreprises marocaines. Et moi, je sais que par exemple sur l'Australie, je discutais hier avec Emmanuel, qui va aussi intervenir sur un doing business avec l'Australie. Il y a une quinzaine, une vingtaine de contrats qui ont été signés par des entreprises françaises importantes qui ne pouvaient plus se déplacer sur l'Australie. Donc, ils se sont appuyés sur l'expert local qui fait le même métier qu'eux et qui permet quand même de continuer à travailler même dans cette période difficile. Donc, les entreprises marocaines, notamment sur des marchés où elles ne sont pas présentes, ça, c'est une opportunité à saisir et qui va permettre quand même de se développer sur le marché en s'appuyant sur un expert qui a de nombreuses années d'expérience sur le marché. Voilà. Donc, je repasse la parole à Cynthia, je pense, qui est toujours avec nous. Allô? Continuez, Cheikh Moumi, pour les questions qui ont été posées. Donc, et après, donc, toute personne qui souhaite poser sa question directement, qu'elle lève la main donc, pour qu'on puisse lui donner le micro. D'accord. Il y a déjà des questions qui ont été posées. Donc, vous avez envoyé par WhatsApp les questions. Ah, ok. Et donc, sur le chat aussi, il y a des questions sur le chat, non? Oui, oui, les questions posées sur le chat sont chez vous, donc dans le WhatsApp. D'accord, très bien. Donc, Olivier, je pose des questions. Tu es toujours à l'écoute? Alors, première question posée, la présence chinoise dans l'économie éthiopienne n'étouffe-t-elle pas les opportunités à prendre comme constaté par ailleurs en Afrique? C'est-à-dire, est-ce que les Chinois posent problème pour un entrant comme une entreprise marocaine qui souhaite se développer sur le marché éthiopien? Ça, c'est la première question. Alors, je répondrai par rapport au reste du continent, pas tant que ça. C'est pas vraiment une problématique. Il y a une chose que les Éthiopiens demandent beaucoup des investisseurs, c'est un respect de leur histoire et de leur culture. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et je pense que les relations qui se créent avec les investisseurs chinois, ce qui s'est fait beaucoup en Éthiopie à une autre période, plus antérieure, quand finalement l'Éthiopie faisait peur aux investisseurs européens notamment, encore plus aux Américains. À ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas trop le choix. Ils devaient faire venir les Chinois et les Indiens. Maintenant, les pratiques qui sont venues avec et la façon dont les choses se sont faites le respect, le manque de respect plutôt qui venait avec ça, fait que les Éthiopiens ont peu apprécié la relation. Donc, ils continuent avec les Chinois. Mais avec l'arrivée du nouveau Premier ministre il y a 2 ans, Dr Abiy Ahmed, clairement, les relations se sont plutôt retournées vers le Golfe et plus équilibrées avec les États-Unis, avec le reste du continent et avec l'Europe. Les Chinois ont beaucoup perdu pied, tellement qu'ils ont dû annuler une partie de leurs dettes pour revenir dans les petits papiers d'Addis Abeba. Actuellement, la Chine est très présente sur tout ce qui est projet de construction, ou tout simplement parce que c'est des secteurs où les pratiques et la façon dont les choses se font, et les sociétés chinoises avec leur équipement et leur personnel sont très bien équipés aussi pour faire des gros projets. Donc tout ça colle bien. Mais regardez, le bus rapide transit, c'est une société française qui dirige ça. Et il y a des sous-traitants français et éthiopiens. Un des plus gros projets de chemin de fer, c'est Yapi Merkazi, c'est des Turcs avec Sistra, société française filiale de la SNCF. Vous avez plein d'autres projets qui se passent sans les Chinois et qui se passent bien et qui sont traités sans leur intermédiation ou sans leur financement. Donc pour moi, c'est pas obligatoirement bloquant. Il faut juste faire attention au secteur et c'est projet par projet.
Merci. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que tu as une idée des échanges actuels entre l'Éthiopie et le Maroc? Et est-ce que la deuxième, enfin, en complément, est-ce que la langue n'est pas un frein? Est-ce qu'en fait, est-ce qu'en Éthiopie, on parle assez facilement peut-être l'anglais, français peut-être certainement moins, mais quels sont quel élément tu as par rapport à ces deux questions? Les Alors, échanges, ouais. ouais, le Maroc, c'est assez récent. Il y a eu son. Avec le retour du Maroc à l'Union africaine, il y a eu en fait il y a eu un renouveau en fait des relations entre le Maroc et l'Éthiopie. Ça s'est passé il y a quelques années. Et vous avez quand même un poids lourd de l'industrie qui est là, c'est l'OCP, et qui sert bien de fer de lance pour, on le sait souvent, que des sociétés marocaines viennent et consultent les gens de l'OCP. Et pour dire l'importance que ça a, c'est que l'OCP a installé son bureau de direction pour toute la partie est de l'Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique de l'Est, mais toute la partie est de l'Afrique, à Addis Abeba, pour y faire aussi, sur le plan local, un projet de plusieurs milliards de dollars dans le phosphate, si je ne me trompe pas, et les engrais. Et il y a des gros échanges qui se font là-dessus. Donc il y a déjà un début sur le plan diplomatique, sur le plan économique, mais je pense qu'on pourrait voir, moi j'ai vu passer, je ne peux pas dire le nom, deux grands groupes privés marocains, parmi les plus grands groupes du pays qui sont venus voir, mais ça n'a pas déclenché encore des gros investissements privés. Donc je pense qu'on est sur un début qui pourrait être transformé dans quelque chose de plus fructueux des deux côtés. Sur le plan de la langue, clairement, il faut parler anglais. D'accord. Le français, on est une équipe assez francophone, puisqu'on a des gens qui sortent du lycée Mariam, moi-même je suis français, mon associé a fait des études en France, même si elle est éthiopienne, donc nous, on est tout à fait capable d'accompagner des francophones, trouver des traducteurs. Ceci étant dit, si vous voulez faire des affaires en Éthiopie, l'anglais est très important. Si vous faites des affaires dans les régions en Éthiopie, l'anglais fonctionnera, mais il faudra quand même un peu d'assistance. L'anglais est la langue fédérale, avec l'amharique, qui est la langue de la région du Nord de la région Amhara. Et ensuite, dans les études supérieures, dès que vous entrez à l'université, c'est enseigné en anglais. Donc vous avez quand même des bases plutôt bonnes sur la langue. Ok. Alors la troisième question concerne l'utilisation d'Internet. La question posée, c'est que l'utilisation est quasiment nulle. Enfin, il y a un taux de 4,2% d'utilisateurs de la population globale sur l'Internet. Donc, est-ce que tu as des informations par rapport à ça? C'est-à-dire, quels sont les opérateurs sur place? Quel est le potentiel de développement? Est-ce qu'il y a des opportunités peut-être pour des acteurs marocains dans le domaine de télécom et tout ça? Alors, jusqu'à présent, c'était très très peu développé, jusqu'à très récemment. Hein, vous avez vu les chiffres d'Ethio Télécom qui sont quand même assez impressionnants, mais ça, c'est dû à une volonté sur les 2-3 dernières années de développer ça. Pourquoi? Parce que on a un marché de télécom qui va être fondamentalement changé. Ça va être une vraie révolution puisque le monopole, l'acteur monopolistique qui est Ethio Télécom, va ouvrir son capital à 40% pour un investisseur étranger et 5% pour les Éthiopiens, pour les nationaux, pour les petits porteurs. Et ils vont donner 2 autres licences télécom sur le marché. Donc, vous allez voir un développement très fort, parce qu'après, c'est cher. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, maintenant, les packages ont dégringolé en prix. C'est-à-dire que maintenant pour je ne dis pas de bêtises, $50 par mois, j'ai une 4G à Addis Abeba, hein, j'ai une 4G Unlimited. Il y a encore 4-5 ans, avec mon associé, on avait 200, 300, $400 de coût d'Internet par mois au bureau, parce que c'était à la data, que dès qu'on dépassait le package, c'était plus cher, que le prix à la data était très cher. Donc il y a une vraie révolution en train de se faire, ce qui fait qu'il y a eu un boom, c'est-à-dire que ce que j'ai montré comme chiffre sur les télécoms sont un petit peu gonflés, mais gonflés sur ces 2 dernières années, 3 dernières années, par la volonté du télécom de descendre des prix et de devenir un peu une belle à marier pour faire un poids énorme dans la négociation de l'investisseur qui
qui prendra des parts et les 2 autres opérateurs qui viendront à côté. Donc, je dirais on est loin derrière le Kenya, par exemple, en termes de facilité d'utilisation, mobile banking et tout. Mais je peux vous dire que dans les 6 prochains mois, on aura un marché totalement différent. D'accord. Et c'est un secteur qui est aussi plein d'opportunités pour des gens qui sont dans le domaine, je suppose. Hein. Oui, avec des limites, c'est-à-dire que tout ce qui est système de paiement et autres, c'est encore très verrouillé. Mais des plateformes techniques, vous allez avoir les opérateurs internationaux, vous avez Vodafone, Vodacom qui essayent de se positionner, Orange, Etisat, vous avez plein de monde. Vous allez avoir ces gens-là ont besoin de gens avec des solutions internes techniques. D'accord. Alors, Si vous permettez, Cheikh Moumi, Monsieur Hamid Cheikh Moumi, Monsieur Hamid Douche qui souhaite prendre la parole, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. À vous la parole, Cheikh Hamid Douche. Cheikh Hamid Douche, vous avez la parole. Je ne sais pas si est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Il y a du bruit chez vous. Il y a du bruit chez vous, Cheikh Hamid Douche. Non, je fais développer. Il n'y a pas d'écho. Le retour que j'ai avec le système qui pose ce problème-là. Il y a un problème de son, Cheikh Hamid Douche. Il y a un problème de son. Ça va maintenant? Non, Non. toujours. C'est Blahsen, je propose, si ça ne s'arrange pas, peut-être d'envoyer un chat. Comme ça, on pourra continuer. Allô? Oui, c'est bon. C'est bon, continuez. Oui, continuez. Alors, je pose la question suivante en attendant que Sehmid Douche arrange la question du son. La question suivante, c'était que l'Éthiopie, qui est un pays qui a un sens de l'État fort, est-ce que c'est une place plutôt business to government plutôt qu'une place B2B privé ou B2C? Est-ce qu'il y a de la place pour ces modes opératoires ou c'est vraiment, il faut tout passer par les appels d'offres publics, etc. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, en fonction des secteurs, oui et non. C'est-à-dire que clairement, si vous travaillez dans les pharmaceutiques, par exemple, à moins de produire localement, si vous voulez répondre à des appels d'offres, vous allez avoir une grande majorité de ces appels d'offres qui sont émis par les sociétés gouvernementales. La distribution de grains aussi, type blé et autres, ça va être des grands appels d'offres du gouvernement. Si vous voulez travailler tout ce qui est énergie, vous allez beaucoup vous retrouver avec le gouvernement. Maintenant, le gouvernement était capté énormément les devises jusqu'à il y a quelques années. Il y avait une forte présence gouvernementale sur tous les domaines, notamment liés à l'import des matériaux pour la construction du grand barrage, pour les routes, pour etc. Maintenant, il y a une volonté avec la nouvelle administration depuis 2-3 ans de faire une grande place, et c'est pour ça qu'ils ont fait ils ont arrêté le plan de transformation, de croissance et de transformation, le numéro 2 qui devait faire 2015-2020, ils l'ont arrêté à 2018 et ils ont fait un nouveau plan. Ils ont changé par un plan qui s'appelle le Homegrown Economic Reform, donc la réforme économique fait maison, entre guillemets, qui est très orienté secteur privé pour création de l'emploi, développement des relations B2B. Donc je pense qu'on est dans un environnement légèrement plus propice au secteur privé, mais on a une culture jusqu'en 91, c'était une culture très communiste. Donc vous avez encore des fois des mentalités relativement monopolistiques, mais ça évolue. Okay. Alors, la question suivante, c'est par rapport à l'industrie d'emballage, carton, c'est à quel niveau, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a une industrie locale? Un tout petit peu trop précis pour moi. Alors, je ne sais pas spécifiquement. Voilà. Je sais qu'on a une petite industrie plastique, puisqu'on a tous les Unilever et les sociétés. Les sociétés qui font de la production industrielle, beaucoup dans l'alimentaire demandent des emballages. Je sais qu'il y a des limites, souvent il y a des problématiques liées aux imports des matières premières pour le plastique. Côté carton, je ne sais pas, il faudrait creuser, c'est quelque chose qu'on peut vérifier je pense, mais je n'ai pas d'idée spécifique sur le carton. Oui.
Alors, l'emballage, on en a parlé rapidement. Donc, après, est-ce que tu as une idée des produits phares marocains qui peuvent être promus en Éthiopie? Tu as parlé de l'OCP qui est déjà présente avec tout ce qui est fertilisant, etc. Si je me rappelle dans ta présentation, les trois axes étaient, disons, l'agriculture, la construction et le commerce. Quels sont, selon toi, les produits marocains qui peuvent avoir disons, une possibilité de développement en Éthiopie? Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'économie marocaine, donc je ne pourrais pas, pourrais peut-être pas faire les liens qu'il faut absolument entre tout ça. Je pense que c'est au cas par cas, mais clairement, vous devez imaginer un pays et je pense que le Maroc, vous êtes bien placé aussi, puisque vous êtes maintenant relativement bien industrialisé vous êtes passé au travers de ces phases de développement. Imaginez, quand vous avez une classe moyenne qui sort, par exemple, si on regarde les côtés consommation, vous avez besoin de pas mal de biens de consommation. Donc, toute la chaîne qui approvisionne ça vous allez avoir tout ce qui est éducation, comme je disais. Moi, je trouve que la part de la santé et de l'éducation est encore ridiculement bas, alors que c'est quelque chose qui se développe très vite. Dès que vous commencez à avoir 500 € par mois dans un foyer, automatiquement, vous faites, vous voulez un toit au-dessus de vos têtes, pour vous, pour vos parents et autres. Donc, il y a la construction qui joue. Vous voulez envoyer vos enfants à l'école, vous voulez pouvoir envoyer vos parents et la famille dans les hôpitaux, payer les médicaments, voir les médecins. Donc tout ça fait un peu, et aller au restaurant de temps en temps, bien manger plus de viande. Donc vous avez toute la chaîne agricole derrière. Donc tout ça c'est tiré. Il y a le côté minier qui va se développer très vite en Éthiopie parce que c'est quelque chose qui est assez. Je suis encore épaté qu'ils aient pu tirer sur cette chose-là, mais je pense que c'est parce que c'était lié à la terre, à l'accès à la terre, donc c'est plus complexe, mais tout ça va se développer. Nous, on voit des clients. Nos clients sont quoi Ah oui, vous avez aussi, bien sûr, venant du Maroc, vous avez toute l'industrie automotive qui est en train de se développer en Éthiopie. Vous commencez à avoir des assemblages Hyundai, assemblage de voitures électriques qui se fait maintenant en Éthiopie, des Hyundai électriques qui sont assemblés en Éthiopie. Vous avez l'assemblage de Peugeot qui se fait en Éthiopie. Vous avez Kia qui va ou qui a déjà commencé l'assemblage. Pourquoi? Parce que le marché, les Éthiopiens sont très très fondus de leur voiture. Gros marché, il y a peu de voitures comparé au reste, donc vous avez tout ça. Vous avez, je sais pas, vous partez d'un pays, vous dites que c'est un pays qui, encore une fois, a grossi tellement vite qu'il y a des lacunes partout. Et pourtant, des demandes et des besoins, tout le monde est connecté à Internet, tous les gens veulent consommer, les industriels veulent être présents, donc toute la chaîne est tirée. Peut-être ce qui est très limité, vous avez même l'industrie du tourisme, par exemple. Ce qui est très limité, c'est peut-être tout ce qui est lié aux côtes, au maritime, puisque vous n'avez pas d'accès maritime. Donc tout ce qui est portuaire, gestion portuaire, etc. Et encore, vous avez CMA, CGM, vous avez Bolloré, ils sont déjà là, ils sont déjà en train de développer leur activité, incluant gestion de ports secs. Voilà, donc c'est encore à voir au cas par cas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous poser la question. Hein, les gens qui ont quelque chose en tête de très spécifique, eh bien, on fait un mini. Ça ne prend pas longtemps de faire un mini market check pour voir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de manière générale. Et puis après, on peut discuter de l'approche. D'accord. Ça peut se faire assez rapidement, c'est l'habitude. Juste pour te dire qu'on a reçu beaucoup de questions par rapport justement à cette. Bon, c'est ce qui intéresse apparemment, bien sûr, les entreprises marocaines. Mais disons que toute la partie connaissance du marché local, marché marocain par rapport à l'Éthiopie, je pense que ce seront des questions qu'il faudra orienter à l'ASMEX. Moi, je serais disposé à y travailler pour filtrer et vous répondre. Je pense qu'Olivier a plus une connaissance du marché éthiopien que pouvoir répondre aux flux entre les pays, aux conventions. Donc, ces questions-là, malheureusement, on ne pourra pas y répondre maintenant parce qu'on a encore un quart d'heure. Donc, je vais sélectionner quelques-unes qui sont du ressort d'Olivier. Alors, on parle de la corruption. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est bloquant? Est-ce que c'est ainsi que la culture business? Est-ce qu'elle est développée au niveau de l'Éthiopie? On parle de quoi, pardon? La corruption. La corruption, est-ce qu'elle est un frein? Est-ce qu'elle existe? Et puis la dimension culture business, est-ce qu'il y a des choses qui sont conseillées? Enfin, comme tu le sais, chaque pays a des codes un petit peu
spéciaux. Quelques petits éléments qui peuvent guider un peu les. Je pense que pour prendre les questions dans le sens inverse, je pense que en tant que Marocain, vous allez être relativement à l'aise parce que D'habitude. et pas sur la corruption, je parle sur la culture du business, dans le sens où on est sur un domaine où voilà, vous avez des gens en face de vous, c'est pas des gens qui se considèrent encore une fois comme venant de nulle part. Vous avez des gens qui ont une histoire, une fierté, une position. C'est une société qui est très hiérarchisée, une société de culture impériale jusqu'en 74. Donc vous allez avoir des relations souvent d'égal à égal, voire des fois même devoir prouver que vous êtes positionné fortement pour que les gens vous respectent. C'est-à-dire on va pas, vous n'allez pas arriver à avoir des gens qui vont peut-être plus comme des pays comme au Kenya ou peut-être dans d'autres, je connais pas bien le reste ou même à Djibouti ou autre que je connais mieux. Vous allez avoir des gens qui vont tout de suite vous accueillir en disant qu'est-ce que vous voulez, je vous le fournis. Ça va être plutôt des gens qui vont vous accueillir et qui vont essayer de se mettre sur un pied d'égalité avec vous. Puisque c'est cette culture impériale, on se positionne hiérarchiquement, c'est très important. Les Éthiopiens sur la base sont très formels en termes de comment ils s'habillent, comment ils se présentent, mais on voit la nouvelle génération est très occidentalisée, très américanisée, et en fonction des générations avec qui vous traitez, vous pouvez retrouver avec des gens qui vont être vraiment comme des jeunes Américains plutôt que les autres générations éthiopiennes. Donc ça peut varier. Mais de manière générale, je pense que soyez comme vous êtes au Maroc et vous serez relativement à l'aise en termes de. Quand je parle de comme vous êtes, c'est quand vous traitez avec des futurs partenaires. Je pense que c'est vraiment le positionnement. En termes de. Si jamais vous êtes en contact avec un Éthiopien, vous pouvez très facilement appeler la personne par son prénom. Par exemple, pour ça, Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, Teshome Gebre Mariam, vous allez appeler Monsieur Teshome par son prénom. Pourquoi? Parce que son prénom, c'est lui. En Éthiopie, la personne va avoir un prénom donné à sa naissance, mais va hériter du prénom de son père et du prénom de son grand-père comme nom patronymique, en fait. Donc, si vous appelez Monsieur Gebre Mariam, vous l'appelez Monsieur son père, en fait, entre guillemets, le prénom de son père. Donc, n'hésitez pas à passer très rapidement sur les prénoms et ne vous offusquez pas si on vous appelle, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait assez facilement aussi au Maroc, Monsieur Saad, par exemple, plutôt que Monsieur Amoulou. D'accord. Donc ça, c'est vrai. Au niveau de la corruption, je ne vais pas évacuer la question, je vais y répondre. C'est encore une fois, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, puisque même en France, elle existe. Donc, ce serait difficile de dire que ça n'existe pas. Ceci étant dit, il y a quand même une telle fierté et quand même une culture judéo-chrétienne assez profonde où c'est quand même mal perçu. On n'est pas en Chine, justement, où ça fait partie du système, qui fait que jusqu'à présent, 7 ans d'accompagnement de sociétés européennes, mais aussi nord-africaines, comme je l'ai expliqué, puisque j'accompagne aussi les marocaines, les tunisiennes. J'ai été confronté une fois de manière majeure à ce problème-là. Et encore une fois, j'ai pu m'en sortir sans avoir à faire quoi que ce soit qui soit détrimental ni pour moi ni pour mon client, puisqu'on a pu passer au-dessus de la tête de la personne qui bloquait la situation et s'expliquer et donc débloquer la situation. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens risquent de tenter, et ça, je vous conseille fortement, si vous êtes face à un cas de quelqu'un qui vous donne l'impression de vouloir quelque chose de vous sur le côté qui vous paraît pas normal, ne le faites pas parce que ça ne fait pas partie de la culture normale des affaires en Éthiopie. Ça n'empêche pas que les gens vont peut-être le tenter. Ouais. Et si le tentent et que ça marche, mais tant mieux pour eux, tant pis pour vous, dans un sens. Le problème, c'est qu'ensuite, vous êtes labellisé comme payeur, et donc, vous payerez tout le temps, plus les risques que ça vous apporte. Donc, je déconseille fortement de le faire, et je pense qu'il y a moyen de travailler en Éthiopie sans le faire, puisqu'on peut travailler au relationnel, à la qualité du projet, à la qualité des produits, à la qualité du prix, et ça peut marcher. Après, maintenant, en fonction des gens, si vous répondez à un appel d'offres, en fonction des gens que vous avez en face de vous, et des fois, ça peut être effectivement, vous n'allez pas jouer ce jeu-là, mais peut-être que d'autres risquent de le jouer, et là, à ce moment-là, c'est plus difficile. Alors, un organisme qui exporte déjà sur le Sénégal et le Ghana de produits chimiques, et il voudrait savoir comment accéder aux appels d'offres. Je pensais ça, mais il me pose la question par rapport au textile et l'alimentaire. Je pense qu'ils veulent essayer d'exporter vers l'Éthiopie
textiles et produits agroalimentaires. Et donc, est-ce que tu as une idée sur comment sont organisés les appels d'offres, que ce soit privé ou public? Alors pour la chimie, ça tombe bien puisque j'ai moi-même été un portateur, distributeur de chimie pour l'alimentaire, Mhm. notamment de caustique. Et en fait, c'est pas simple vous n'aurez pas une situation. Alors vous avez un site qui vous peut permettre de suivre de type pour donner tout Mercato, donc 2, le chiffre 2, Mhm. Mercato, MERKATO, parce que le Mercato est le plus grand marché ouvert d'Addis Abeba, sans compter la connotation footballistique que vous connaissez. Mhm. Donc tout Mercato, vous pouvez vous abonner. Il y a d'autres sources qui permettent vous avez les journaux, les choses comme ça. C'est tout Mercato peut-être une des sources les plus concentrées pour identifier. Ceci étant dit, à distance, vous aurez beaucoup de mal à les faire, à participer, puisque ça demande, bien sûr, comme vous le savez, du relationnel, qui connaissent vos produits. Souvent, les Éthiopiens ont tendance à pas vouloir prendre des risques, à toujours acheter de la même source. Les prix c'est très orienté prix, puisque leur pool de devises est très limité, donc ils vont vraiment choisir des choses sur lesquelles pour avoir plus de volume, des fois, au détriment de la qualité. Pas de choses qui jouent, ce qui fait que si vous avez un produit qui est un peu meilleure qualité, qui vient d'une origine un peu différente, il faudra toujours en faire la promotion sur le terrain avant de rentrer sur ces appels d'offres. Ok. Alors, la situation du commerce électronique, du e-commerce en Éthiopie, est-ce qu'elle est développée ou pas? Peu développé, mais actuellement, donc entre le Covid et les nouvelles réglementations d'ouverture de la Banque centrale éthiopienne, il y a alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre en détail parce qu'il y a des nouvelles règles qui sont sorties la semaine dernière pour développer le e-commerce, qui pour le gouvernement va être une priorité de développement en termes de secteur. Donc, je pense que ça va se développer très vite. Je pense qu'il va y avoir des opportunités. Je pense qu'ils vont quand même mettre des verrous, notamment sur ce qui tout relève du paiement et du bancaire. Maintenant, je pense que c'est le moment de regarder ce secteur-là si vous êtes intéressé pour développer quelque chose là-dedans en Éthiopie. Alors, une question importante par rapport, enfin, c'est une des dernières que j'ai reçues, par rapport les poissons en conserve. Parce que, comme tu le sais, enfin, peut-être pas, que le Maroc est un grand producteur, et comme l'Éthiopie n'a pas accès à la mer, ou difficilement, est-ce que les produits marocains de conserve, il y a une consommation importante et donc une opportunité pour les exportateurs marocains? Alors, il y a peu de consommation de conserve de poissons. Oui. Alors, l'Éthiopie a une spécificité assez importante en termes de consommation alimentaire. Il faut que tout exportateur de denrées alimentaires doit savoir, c'est que l'Éthiopie est grosso modo, si on tire des grands traits, moitié chrétien orthodoxe, moitié musulman. Donc, ce qui fait que vous avez bien sûr la période Ramadan, mais bon, qui n'est pas si étendue que ça, mais du côté chrétien orthodoxe, vous avez près de la moitié de l'année qui est jeûnée. Ah oui. Alors, ce qui veut dire que effectivement, tout ce qui est produit alimentaire animal, clairement, c'est problématique puisque les stocks vont être extrêmement sollicités avant les périodes de jeûne. Pendant les périodes normales, elles vont être écoulées normalement. Et pendant les périodes de jeûne, qui est quasiment la moitié de l'année, en termes de 2 fois par semaine, plus des périodes étendues, vous allez avoir des périodes de carême qui vont faire que vous allez avoir rien qui bouge, en théorie, sur la moitié de la population. Maintenant, le poisson est considéré comme, chez certains chrétiens orthodoxes, comme étant un produit qui peut être consommé dans le carême. Ce n'est pas de la viande. Ce qui fait que du coup, le poisson, c'est un peu différent. Maintenant, quelle est la consommation de poisson en Éthiopie? C'est principalement du poisson de lac, puisqu'on a du tilapia et l'autre poisson-chat, là, j'ai perdu. Bon, bref, du poisson-chat de lac qui est consommé. Vous avez un peu de poisson congelé qui nous arrive, mais la conserve n'est pas très répandue. Maintenant, vous avez une société de consommation, enfin, une classe moyenne qui développe à Addis Abeba, qui va au supermarché, et c'est peut-être effectivement à voir. Encore une fois, vous allez rentrer en concurrence avec d'autres produits de ce type-là, et les supermarchés ont des poules de devises différents, donc vous allez devoir vous battre qualité, prix, etc., pour pouvoir pénétrer le marché. Ouais, moi, je pense que enfin, ça rejoint aussi une question suivante par rapport à la classe moyenne.
Donc, quelqu'un qui posait la question, bon, c'est une classe qui est assez importante, tu l'as présenté dans les différents slides. Et donc, il y a quand même un potentiel de consommation assez important. Et je pense que les produits marocains comme l'artisanat, le textile, décoration, cuisine, etc., enfin, et produits de la mer, peuvent avoir, les produits agroalimentaires aussi, avec le côté halal, parce que comme tu as dit, la moitié de la population est musulmane. Il y a peut-être un potentiel si c'est bien développé et communiqué sur place. Vous allez avoir, alors il y a deux choses différentes. Les produits déjà packagés alimentaires, je pense que c'est possible, surtout que vous avez notamment deux des plus grandes chaînes de supérettes, supermarchés en Éthiopie qui sont très tournées qui sont donc issus des communautés musulmanes et qui sont donc assez tournés vers le Golfe. Donc, je pense que là, vous allez avoir des produits qui sûrement vont faire mouche en fait sur un certain nombre de choses. Sur tout ce qui est par contre, on va dire ameublement et autres produits transformés qui sont non alimentaires, clairement, l'Éthiopie a mis des barrières douanières assez fortes pour forcer les gens à produire localement. Ah, ok, d'accord. Donc, à moins de faire un petit atelier pour faire la transformation, des choses comme ça, j'ai peur que le produit soit pas concurrentiel sur le marché. Mais encore une fois, ça s'étudie en fonction du type de produit et du type de produit et de la demande du marché et de la concurrence déjà sur place. Vous pouvez très bien avoir des importateurs qui font des marges énormes dans tout ce qui était chimie pour l'industrie. Il est arrivé qu'on fasse des marges à 40-50% sur les conteneurs. Mais c'est parce qu'on avait une allocation de devises tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc il faut aussi compenser ça. Donc tout ça, ça s'étudie de manière cas par cas, quoi. Très bien. Là, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées et sur lesquelles tu pouvais vraiment répondre, parce qu'il y en a qui avaient un focus sur les relations d'affaires entre le Maroc et l'Éthiopie, la réglementation, etc. Ça, je pense que ce sont des questions qui pourront être plus posées à travers la SMEX et on pourra aider en voyant un petit peu au niveau local qu'est-ce qui a été fait. Moi, je dirais, pour synthétiser, c'est que il y a justement... Si vous permettez, on va donner la parole à 3 personnes qui ont levé la main, donc avant de synthétiser. C'est Hamid Douche, s'il a rétabli son son. C'est Hamid Douche. Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Il y a toujours un problème de son. Je ne sais pas, mon micro est branché comme il faut, mais un micro que j'entends, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'écho chez vous, donc alors on peut passer à une autre personne, Monsieur Lamine, Mohamed Lamine. Monsieur Mohamed Lamine. Oui, bonjour. 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 Oui, vous me recevez. Allô? Oui, on vous entend bien, Allô? Oui, bonjour à tous. En fait, je me suis présenté sur le chat. Je suis Mohamed Lamine Diam. Je suis le responsable export de la société Pastor Macao, confiserie, chocolaterie plutôt, et produits pâtissiers. Donc, ma question était juste savoir quelle opportunité peut-on avoir dans le domaine de la confiserie agroalimentaire. Et je pense que cette question a été déjà répondue par M. Olivier Poujat. Mais je tenais quand même à reposer la question si toutefois on pourra quand même nous répondre sur cela encore. Bon, c'est une bonne question de le repréciser. Alors maintenant, j'ai trouvé le bouton pour la vidéo, donc vous pouvez me voir maintenant, je pense. Ah, super. Alors la confiserie, c'est un marché assez intéressant dans le sens où, donc confiserie, on précise bien tout ce qui est sucré. Qu'est-ce que vous appelez confiserie en termes d'étendue de produits, juste pour être clair? Alors pour la confiserie, je fais allusion aux bonbons, les bonbons durs,
tout ce qui est bonbons durs, les toffees, les pâtes à mâcher également, comme Tofita. Je pense que certains parmi vous connaissez déjà Tofita, qui est un produit phare de la société Pastor. Donc, voilà, et les gaufrettes également. On a travaillé sur ces produits-là pour un investisseur plutôt régional. Sur une JV avec une société de production locale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Éthiopiens sont des gros consommateurs de sucreries, mais qui importent une grande partie de ces sucreries-là. Et il y a un marché assez énorme pour de la production locale. Donc, vous avez des sociétés type Nib, par exemple, de chocolat et d'autres types de confiseries. Mais clairement, c'est un marché assez excitant. Mais je pense qu'il faudrait à ce moment-là voir un partenariat avec une société qui transforme localement pour que vous ayez en fait soit des contrats de licence avec des produits qui sont envoyés sous forme semi-finie qui les fiscalement pour pouvoir passer les barrières très fortes à l'entrée pour être concurrencé sur le marché. Mais je pense que dans l'alimentaire, c'est peut-être un des marchés qui pourrait avoir les plus fortes croissances dans les années à venir. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Question suivante, c'est Blesen. Allô? Monsieur Olivier, vous écoute? Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier la SNEX pour avoir organisé cette importante manifestation sur les opportunités d'affaires entre le Maroc et l'Éthiopie surtout. Et remercier également M. Olivier Poujade pour son excellente intervention. Je voudrais tout simplement dire à l'assistance que je connais très bien l'Éthiopie pour y avoir effectué des dizaines de missions lorsque j'officiais en tant que staff de la Banque africaine de développement. Et je voudrais partager avec vous un certain nombre de points qui me semblent importants sur lesquels j'aimerais qu'on mette l'accent là-dessus. Premièrement, au niveau de l'environnement des affaires. En Éthiopie, il y a de graves problèmes au niveau des régions parce que le système politique est suffisamment décentralisé. Les décisions ne se prennent pas au niveau des ministères à Addis Abeba, mais plutôt au niveau des gouvernorats. Et les règlements de passation de marché diffèrent d'une région à une autre, ce qui complique le travail des gens qui veulent intervenir dans le cadre des appels d'offres, parce qu'un des intervenants a posé la question de savoir comment on pourrait participer aux appels d'offres. Donc là, c'est un point quand même assez important qu'il faut noter. Deuxièmement, n'oublions pas qu'il y a toujours des conflits avec l'Érythrée, et plus récemment, tout le monde est au courant de ce conflit avec l'Égypte et le Soudan sur le barrage de la Renaissance. Donc le climat des affaires reste quand même assez risqué. Il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là. Pardon. Le grand train qui a été construit et financé par les Chinois qui relie Djibouti à Addis Abeba offre des opportunités énormes en matière de logistique, etc. Donc, on peut utiliser la plateforme de Djibouti, n'est-ce pas, pour exporter vers l'Éthiopie. Selon les statistiques que j'ai concernant les exportations marocaines, on exporte des engrais, des produits chimiques, du bitume, des produits électriques, du poisson en conserve et également des fournitures de bureaux, etc. Donc il y a déjà un flux d'affaires qui se fait, mais il n'y a pas d'accord de non-double imposition entre les deux pays. À mon avis, il faudrait que la SMEC saisisse le ministère des Affaires étrangères à l'occasion donc des réunions qui se tiennent entre les responsables des deux pays, notamment dans le cadre des commission mixte, n'est-ce pas, pour évoquer ces questions-là. Il y a également au niveau des IDE étrangères, au niveau des investissements directs étrangers en Éthiopie sont dominés essentiellement par la Chine, par l'Arabie Saoudite et par la Turquie. Et ce sont quand même des concurrents très forts, n'est-ce pas, pour les entreprises marocaines. Nous sommes handicapés par le fait de la logistique. L'Éthiopie se trouve très loin, il n'y a pas de liaison aérienne. Il faudrait peut-être encourager, en l'absence de ligne aérienne assurée par Royal Air Maroc, pourquoi ne pas inviter Ethiopian Airlines à continuer les vols qu'elle opère jusqu'à Dakar, parce qu'ils font des vols sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et bien, les vols qui arrivent à Dakar peuvent monter 3 heures après, ils sont à Casablanca et on peut faire énormément de choses. Je voudrais rappeler aussi à l'assistance et les gens de la SMEX le savent que Maroc Export, avant son intégration au sein de l'INTIE, avait organisé
préparé plutôt une étude sur les opportunités d'affaires en Afrique de l'Est et l'Éthiopie, n'est-ce pas, constitué un des pays qui a été étudié. Et il y a énormément d'opportunités qui ne sont pas du tout exploitées jusqu'à ce jour. Peut-être que le facteur linguistique, puisque la langue officielle qui est utilisée en Éthiopie, c'est l'anglais. Et je pense que on pourrait trouver une solution à ce problème parce qu'il y a beaucoup de cadres marocains qui parlent parfaitement l'anglais, comme c'est le cas des Français. Et je termine pour dire que depuis le retour du Maroc à l'Union africaine, qui a son siège à Addis Abeba, on a renforcé de façon très forte notre présence diplomatique. Nous avons 2 ambassadeurs accrédités à Addis Abeba. Il y a un ambassadeur qui est accrédité auprès de l'Union africaine et auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, d'une part, et nous avons une ambassadrice qui est accréditée auprès donc, de l'État éthiopien. Donc, utiliser les canaux diplomatiques aussi pour collecter davantage d'informations, pour faciliter les choses. Malheureusement, nous n'avons pas encore de banque marocaine présente sur place, donc on est obligé de faire des transactions en passant par des correspondants qui se trouvent soit aux États-Unis, soit en Europe, soit au Moyen-Orient, etc. Voilà la contribution que je voulais apporter et je le dis en terminant qu'il y a énormément d'opportunités et c'est bien que le Maroc et les opérateurs marocains regardent au-delà de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale qu'on peut considérer entre guillemets comme étant la zone de confort des opérateurs marocains puisqu'ils sont surtout dans un environnement francophone aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique du centre. Et aujourd'hui, c'est le dernier point que je voudrais soumettre à votre appréciation. Retenez surtout qu'à partir du mois de janvier prochain, la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, va être opérationnelle. Elle est déjà entrée en vigueur. Son siège a été installé à Addis Abeba. Et c'est autant d'opportunités parce que 90% des produits africains vont circuler en franchise de 3 mois. Voilà, je vous remercie et merci aussi Blahsen d'avoir organisé cette intervention via le téléphone. Je vous remercie. Merci. Alors, Merci monsieur. Je voulais juste effectivement je peux dire que c'était une intervention, merci, de très bonne qualité pour préciser des choses qui sont importantes. J'ai juste, je pense qu'il y a dû avoir un lapsus parce que l'Érythrée et l'Éthiopie sont en très bons termes actuellement. Ils ne l'étaient plus avant, mais ils sont en très bons termes. Il y a des conflits internes en Éthiopie, effectivement, sur la zone Tigré. Il y a vraiment, vous avez raison, des problèmes avec l'Égypte sur le Nil et le Soudan qui flotte un peu au milieu. Mais l'Érythrée, quand même, ça se passe bien. J'étais à Asmara il n'y a pas longtemps. Je suis passé avec mon passeport, avec des tampons éthiopiens et ma femme éthiopienne et mon carte de résident éthiopien. Il n'y a pas eu de problème du tout. Donc, à part ça, effectivement, merci pour votre intervention. Préciser des choses importantes, surtout sur les régions. On va prendre, si vous permettez, 2 dernières interventions, 2 dernières questions. Je demanderai d'être précis, bref, et d'aller droit au but dans la question. Je demande à Abdelmalek Saïdi. Oui, bonsoir à tous. Vous m'écoutez? Bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir et merci à vous, à tous les participants. Juste, je veux savoir, en tant qu'on travaillant sur l'énergie verte, ça veut dire c'est ce qu'on appelle green business, on veut savoir justement pour l'Éthiopie s'il y a des opportunités d'affaires, de collaboration, de partenariat exactement, avec des entreprises ou des investisseurs, c'est ça. Alors, vous êtes à quel niveau? Vous faites de la technologie, de l'investissement, de la gestion, du turnkey? C'est quoi votre... Bien sûr, on fait toute une étude, on donne des solutions exactement efficaces pour améliorer l'optimisation de l'efficacité énergétique et l'énergie solaire. D'accord, très bien. Mais typiquement, l'énergie solaire, vous avez des gros projets que vous pouvez regarder, type Metahara, qui ont été en discussion. Je ne sais plus si ça a été attribué ou pas. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur notre site internet eastafricagate.com. Vous allez trouver une partie publication et il me semble que c'est peut-être pas à jour d'1 an, mais vous devez avoir pas mal d'informations sur je pense qu'on a fait une fiche de 3-4 pages sur l'énergie. Il y a d'autres secteurs qui sont dessus, donc je vous invite aussi à regarder sur le site internet www.eastafricagate, comme la porte de l'Afrique de l'Est.com. Et sur le secteur énergie, vous aurez pas mal d'informations qui vous permettront d'avoir une première idée. Ensuite, vous avez un plan stratégique assez clair développé par le gouvernement éthiopien
que vous pouvez trouver, je pense, en cherchant sur Internet. Et vous avez le PPP Directorate qui publie aussi la liste des projets, dont pas mal dans les énergies renouvelables que le gouvernement veut financer, veut co-développer avec des financements internationaux et des porteurs de projets internationaux. Nous, on a comme client Engie, on a comme client Meridiam. Tout ça, ça vise les énergies, le secteur de l'énergie et des transports. Meridiam, l'énergie transport, Engie, énergie et distribution. Et bien sûr que les priorités de ce qui a été regardé par ces gens-là, c'est du green business, c'est le renewable energy, parce que l'Éthiopie ne veut quasiment que ça. Dernière question à M. Mezri. Monsieur Mezri. Ah oui? On vous écoute. Vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. Alors, c'est Mezri Abdel-Jabbar, donc je suis dans l'industrie chimique. Alors, ma première question, c'est juste une remarque. L'Éthiopie aujourd'hui, je crois, l'attractivité est grande, et là, on a remarqué, il y a beaucoup de textes qu'il y a, c'est que la masse salariale, la charge est vraiment faible. D'accord? D'où on a vu H&M et tout ça, les grandes sociétés qui font textile. Moi, je reviens sur l'export des produits chimiques. Ah, donc, j'ai remarqué qu'il y a BASF. Donc, BASF, c'est connu dans les produits chimiques. Je veux juste savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour transporter, pour arriver jusque là-bas? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a deux contraintes. La première, c'est le transport maritime. C'est difficile. Et deuxièmement, vous avez parlé de la priorité au niveau des changements de vie. Vu que les produits chimiques, allez, moi je suis dans la peinture, ce n'est pas une nécessité, hein, c'est pas vraiment, hein, c'est pas nécessaire. Donc moi je pense que dans ce cas, avec une population qui dépasse les 100 millions d'habitants, je crois que les sociétés chimiques auront l'intérêt d'investir sur place. Voilà mes deux remarques et merci beaucoup. Voilà. Merci monsieur, je vous confirme qu'effectivement, l'ayant pratiqué, acheminer un conteneur jusqu'à Addis Abeba, c'est malheureusement pas beaucoup de points d'entrée actuellement. Ça reste Djibouti si vous voulez pas perdre trop de temps, parce que passer par le Kenya ou passer par Port-Soudan, mais ça c'est gros problème. Du Maroc, vous n'allez pas traverser le continent pour pouvoir arriver donc sur la route, donc ça sera par bateau, par Djibouti. Donc ça a un certain coût, c'est-à-dire que le coût de transport, par exemple, d'un produit pour donner de Chine jusqu'à Djibouti, et de Djibouti jusqu'à Addis Abeba, vous avez 2 fois le même coût. C'est-à-dire que vous avez bien sûr un monopole plus ou moins établi de transport qui fait que les transporteurs, les coûts de fonctionnement, les taxes, tout ça, ça va vous coûter très cher. Bref. Ensuite, je confirme que si vous n'avez pas un intrant pour l'industrie, c'est-à-dire que si vous envoyez des produits finis et que ce n'est pas un raw material pour n'importe quelle industrie, ben, vous ne serez pas en haut de liste dans les secteurs par la Banque nationale. Et donc, du coup, vous allez attendre 1 an que votre importateur débloque une lettre de crédit. Donc, ce n'est pas raisonnable. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir un conteneur par-ci par-là pour dire j'ai commencé à développer sur l'Éthiopie, commencé à développer une marque. Mais l'Éthiopie, pour certains produits, n'a d'intérêt que si vous êtes soit dans un certain segment, soit vous avez le partenaire qui a accès à beaucoup de devises et qui importe sur ses propres devises, ça il pourrait le faire directement, soit effectivement vous allez vous positionner directement sur le marché avec une petite transformation sur le marché en partenariat ou en direct, où vous allez trouver un autre moyen. Je ne dis pas que les produits qui ne sont pas en haut de la liste ne rentreront pas, c'est juste que les cycles d'achat, ça va être très lent. Vous n'allez jamais faire de l'Éthiopie un numéro 1. Ne le vendez pas comme ça d'ailleurs à votre hiérarchie, comme si vous allez profiter de ce pays, cette population et cette croissance. Si vous vendez un produit à un importateur qui va vous en faire 3 conteneurs an, quoi. Ouais. Allô? Oui. Allô, c'est Blessène. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense qu'on a arrivé au terme, hein, donc on a un peu même dépassé le timing. On remercie Olivier pour sa patience. Allô, c'est Blessène, vous m'écoutez?
oui. Oui. Donc, juste pour dire que cette présentation, c'était un peu un teaser pour vous donner un petit peu une idée du marché éthiopien, mais que le dispositif qui a été mis en place par la SMEX, sur lequel on va essayer de travailler, c'est pour être à votre écoute, c'est-à-dire il y aura, la SMEX va être un peu le canal sur les différents marchés sur lesquels on va faire des webinaires. L'objectif, moi, qui m'a été clairement, enfin, disons, exprimé par le président ici et c'est Moner Farham et toute l'équipe de la SMEX, c'est que surtout maintenant dans cette conjoncture difficile, les gens cherchent des solutions. Ils veulent vraiment, disons, développer et disons trouver de nouveaux marchés parce que leur marché classique souffre. Et donc là, avec le dispositif dont je vous ai parlé, qui est très très flexible, c'est-à-dire d'avoir Olivier en Éthiopie avec sa connaissance marché et toute son équipe qui parle la langue, qui peut vous faciliter l'accès au marché. Il faut en profiter. Le ticket d'entrée est plus faible que si vous envoyez des équipes et vous essayez de monter vous-même un business, surtout par les temps qui courent. Donc, essayez de profiter de ce dispositif. Et là, le meilleur dispositif, c'est de poser vos questions si elles sont encore plus détaillées ou vos projets à la SMEX. Moi, je serai à disposition pour filtrer et travailler avec Olivier, essayer de vous aider à peut-être commencer à travailler sur ce marché qui a énormément d'opportunités comme ça a été présenté. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci Olivier pour les questions, pour vos réponses claires, pertinentes, pour la présentation aussi. Merci Sihmoumi pour cette synthèse donc qui a fait le point donc sur l'ensemble des problématiques et l'ensemble aussi des opportunités du marché. Donc, il y a très bientôt dans le prochain séminaire donc sur la Grande-Bretagne. Très bien, merci beaucoup et à votre disposition. Merci, Au revoir. merci Olivier. Au revoir. Au revoir.